Bonjour les premières six. Alors, aujourd'hui, on en arrive un peu à la fin finalement de notre troisième objet d'étude sur Montaigne, avec le deuxième texte du parcours, qui est un texte donc de Jean de Léry, Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, extrait du chapitre 8, qui date de 1578. Donc Jean de Léry est un écrivain qui a vécu entre 1534 et 1613. Au départ, c'est un modeste cordonnier et il va s'embarquer pour le Brésil et retracer ses aventures, ses traversées périlleuses et surtout sa rencontre enchanteresse avec les Indiens Tupinamba dans son récit de voyage intitulé donc Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, publié en 1578. Il s'agit également d'un récit de formation, dans la mesure où, lorsqu'il revient en Europe, il est devenu pasteur et écrivain. Donc. Dans cet extrait du chapitre 8, il s'interroge sur l'un des aspects de la société indienne qui a particulièrement choqué les Européens, c'est leur nudité. On avait dit que les Européens avaient été choqués par le cannibalisme. La nudité et aussi l'échange, la polygamie, avaient fait scandale également dans cette société très puritaine du XVIe siècle. Alors, le texte, au niveau de la lecture, les phrases sont souvent longues. Donc il faut que vous pensiez à mettre suffisamment de variété dans votre ton pour éviter la monotonie. Et surtout, ne cherchez pas à lire trop vite. Ça, c'est un écueil qui vous arrive assez régulièrement, du moins à certains d'entre vous. Pensez à aménager des pauses pour bien faire entendre les mots-clés, pour bien faire entendre la progression de l'argumentation, enfin, finalement pour montrer que vous avez compris le texte. Toutefois, avant que de clore ce chapitre, ce lieu-ci requiert que je réponde, tant à ceux qui ont écrit qu'à ceux qui pensent, que la fréquentation entre ces sauvages tout nus, et principalement parmi les femmes, incite à la lubricité et à la paillardise. Sur quoi je dirais en un mot que si vraiment en apparence il n'y aurait que trop d'occasions d'estimer qu'outre la déshonnêteté de voir ces femmes nues, cela ne semble aussi servir comme d'un appât ordinaire à la convoitise. Toutefois, pour en parler selon ce qui s'en est communément aperçu pour l'or, cette nudité, aussi grossière en telle femme, est beaucoup moins attrayante qu'on ne le penserait. Et en effet, je maintiens que les coiffures, fards, fausses perruques, cheveux tortillés, grands collets fraisés, jupons, robes sur robes et autres infinies bagatelles, dont les femmes et filles de chez nous se contrefont et n'ont jamais assez, sont, sans comparaison, cause de plus de maux que n'est la nudité ordinaire des femmes sauvages, lesquelles, cependant, quant au naturel, ne doivent rien aux autres en beauté. Tellement que, si l'honnêteté me permettait d'en dire davantage, me vantant de bien contrer toutes les objections qu'on pourrait amener au contraire, j'en donnerais des raisons si évidentes que nul ne pourrait les nier. Sans donc poursuivre ce propos plus avant, je me rapporte de ce peu que j'en ai dit à ceux qui ont fait le voyage en la terre de Brésil et qui, comme moi, ont vu les unes et les autres. Ce n'est cependant que contre ce que dit la Sainte Écriture d'Adam et Ève, lesquels, après le péché, reconnaissant qu'ils étaient nus, furent honteux. Je veuille, en aucune façon, que ce soit approuvé cette nudité. Plutôt détesterais-je les hérétiques qui, contre la loi de nature, laquelle toutefois, quant à ce point, n'est nullement observée entre nos pauvres Américains, l'ont toutefois voulu introduire par-deçà. Mais ce que j'ai dit de ces sauvages est pour montrer qu'en les condamnant si sévèrement, de ce que, sans nulle honte, ils vont ainsi le corps entièrement découvert, nous excédons en l'autre extrémité, c'est-à-dire en nos bombances, parures superflues et excès en habits. Ne sommes guère plus louables. Plût à Dieu pour mettre fin à ce point que chacun de nous, plus pour l'honnêteté et nécessité que pour la gloire et mondanité, s'habilla modestement. Donc, au niveau des mouvements, vous pouvez en repérer 4.
De la ligne 1 à la ligne 7, le rapport entre la nudité et la sexualité au Brésil. Ensuite, dans la ligne 7 à 12, la condamnation des excès de toilette chez les femmes européennes. Ensuite, ligne 12 à 16, une expérience implicite. On va voir de quoi parle un petit peu Jean de Léry. Et puis, ligne 17 à 27, objections et réponses. Les indigènes ne sont pas plus blâmables que les Européens eux-mêmes. Alors, ce texte est peut-être plus compliqué, le plus compliqué que nous ayons fait. Il y a certains mots dont vous devez connaître la signification. Je pense par exemple à lubricité ou paillardise que vous trouvez à la ligne 3. Donc, ne laissez pas de mots inconnus vous échapper. Faites-vous des petites notes pour bien apprendre le vocabulaire qui pourrait être difficile et sur lequel on pourrait vous coincer le jour de l'oral. Alors, le projet de lecture ou problématique, ce sera de voir comment Jean de Léry parvient à nuancer l'opinion très négative des Européens vis-à-vis de la nudité des Indiens. Au niveau de l'explication linéaire, donc je commence par le mouvement 1, le premier mot, toutefois, souligne un lien logique qui introduit une concession. Et on a un effet d'annonce. Avant que de clore ce chapitre, là aussi, on a une prolepse, terme qu'on a vu déjà dans le texte 1, c'est-à-dire un effet d'annonce de ce qui va être dit plus tard. En effet, ce chapitre sera clos à la ligne 25. Léry va instaurer une sorte de dialogue avec des verbes comme « que je réponde », ligne 1, ou « je dirais », ligne 3. Dialogue qu'il instaure avec les Européens qui ont des préjugés bien ancrés concernant la nudité. On peut noter d'ailleurs le balancement entre ceux qui ont écrit et ceux qui pensent. Donc c'est lignes 1 et 2. Notez le parallélisme, le balancement binaire entre les deux éléments de la phrase. La thèse soutenue par les Européens, c'est que la nudité, et particulièrement la nudité des femmes, puisque c'est bien connu, les femmes c'est les pécheresses, etc., cette nudité serait une incitation à une sexualité débridée, sans frein, ce que montrent les termes péjoratifs de lubricité et de paillardise. Et par conséquent, cette nudité serait condamnable. La thèse soutenue par Léry, c'est une thèse inverse. Mais dans un premier temps, il va feindre d'adopter le point de vue des Européens. Ligne 4 avec « si vraiment en apparence », c'est une concession qui est faite aux Européens. En apparence, en tout cas, cette nudité semble être condamnable, ce qu'on voit dans les termes aux lignes 4 et 5 de déshonnêteté et de convoitise. À nouveau, on a un connecteur logique, le même qu'à la ligne 1, toutefois, ligne 6, qui va, lui, introduire la thèse de Léry. Cette nudité, quelque choquante qu'elle puisse être, puisqu'on a des adjectifs dépréciatifs, grossière par exemple, c'est-à-dire contraire aux bienséances, mais ceci dit, cet adjectif peut aussi avoir une valeur plus neutre, commune, ordinaire. On va avoir à ce moment-là la réfutation que l'on opère dans la tournure beaucoup moins attrayante. Et c'est là que va commencer le mouvement 2. Léry va justifier sa thèse, il introduit le connecteur logique en effet à la ligne 7, en comparant les femmes indigènes aux femmes européennes. Et son jugement se lit dans le verbe « je maintiens » à la ligne 8. Ce qui veut dire, je maintiens, qu'il a déjà exprimé ce jugement précédemment. Alors, l'accumulation qui va suivre, coiffure, fard, fausse perruque, cheveux tortillés, grand collet fraisé, jupon, robe sur robe et autres infinies bagatelles, lignes 8 et 9, souligne à quel point les parures des Européennes semblent exagérées et finalement ridicules. Au lieu de les embellir, elles les rendent de moins en moins naturelles, d'où le verbe de contrefaire à la ligne 10, qui suggère finalement que les femmes tendraient des pièges, des ruses destinées à tromper les hommes. L'idée d'être de moins en moins naturelle, vous le savez, on l'avait déjà vu chez Montaigne,
l'éloge du naturel au sens du sauvage au lieu de proche de la nature, c'est quelque chose de très positif. Et on retrouve la même chose ici chez Jean Deléry, qui fait l'éloge du naturel par rapport à l'artifice, l'artificiel, ce qui est emprunté. Finalement, la majorité des femmes n'est pas du côté des indigènes qui sont nues, mais des femmes européennes qui sont dégénérées en quelque sorte par trop d'artifices. Le jugement de Léry est d'ailleurs sans appel. Elles sont, sans comparaison, cause de plus de maux, à la ligne 10. C'est la conduite des femmes européennes qui est condamnable, pas celle des femmes indigènes. Or, ces dernières ne sont pas moins belles et désirables aux yeux des hommes que les européennes. Elles sont, d'ailleurs, les européennes sont simplement désignées par les autres. Cette attirance sexuelle est identique, puisque finalement la beauté, les femmes indigènes ne sont pas moins belles que les femmes européennes qui elles sont en quelque sorte trop artificielles. Alors on en arrive à ce mouvement 3 qui est peut-être le plus compliqué du texte à comprendre, puisqu'en fait il s'agit d'une allusion à une preuve implicite. À la ligne 12, en effet, Jean Deléry dit « Si l'honnêteté me permettait d'en dire davantage ». Ça montre finalement que pour Léry, pour des questions de bienséance, il ne peut pas faire comprendre les choses de manière explicite, mais il est obligé de passer par de l'implicite, c'est-à-dire du sous-entendu. Son expérience, puisqu'il dit « me vantant », suffit à elle seule à contrer toutes les objections et les raisons si évidentes. Et donc toute son expression personnelle semble montrer que les femmes européennes sont assurément plus provocantes et impudiques que les femmes, entre guillemets, sauvages. Évidemment, la décence ne lui permet pas de citer aucun nom, puisque ce serait malséant de citer des noms de femmes européennes qui se comporteraient de manière lubrique, de manière provocante vis-à-vis des hommes. Néanmoins, on peut aussi comprendre que s'il a profité de la beauté des femmes européennes, la beauté empruntée des femmes européennes, il a aussi sans doute bien profité de la beauté des femmes indigènes. Il refuse d'en dire plus, mais ceux qui lisent ont bien compris ce dont il parlait. D'ailleurs, il ne s'agit pas que de son expérience personnelle, mais de celle de tous les voyageurs, puisqu'il y a la comparaison « comme moi » à la ligne 15-16, donc expérience que tous les voyageurs vers le Nouveau Monde ont pu faire. Ce peu que j'en ai dit et ceux qui ont fait le voyage et qui ont vu. Donc là aussi, c'est des témoignages, ce ne sont pas des on-dit, ce ne sont pas des écrits de gens qui n'ont rien vu au final, ce sont vraiment des expériences personnelles. Il se réfère non pas aux préjugés de ceux qui n'ont une connaissance que par ouï-dire et strictement livresque, mais bien à ceux que lui et d'autres ont pu vivre. Ensuite, on passe au mouvement 4. Léry se défend de manière d'ailleurs assez virulente, puisqu'il dit à la ligne 18 « en aucune façon que ce soit », donc on a bien quelque chose de très fort. Léry se défend d'approuver cette nudité, à la ligne 18-19. Il se réfère d'ailleurs à la question de la nudité telle qu'elle est présentée dans la Bible, la Sainte Écriture, à la ligne 17. Alors on peut lire cette référence à deux niveaux. Premier niveau, les Indiens, comme tous les hommes, sont des pécheurs aux yeux du Seigneur. En commettant la faute originelle, ils ont pris conscience de leur nudité et ont donc caché leur corps. C'est la ligne 18, reconnaissant qu'ils étaient nus, furent honteux. Si les Indiens n'en font pas autant, c'est qu'ils n'ont pas été élevés dans la foi du Seigneur et qu'il faut donc leur apprendre la vraie foi. Donc ça, c'est le premier niveau de cette référence. Évidemment, pour cela, il faut bien que vous connaissiez le début de la Genèse, l'histoire de Adam et Ève qui sont nus au paradis, de Adam et Ève qui mangent le fruit défendu de la connaissance de l'arbre que Dieu leur avait interdit et qui prennent conscience justement de cette nudité. Deuxième niveau, qui pourrait d'ailleurs valoir à Léry quelques ennuis, les Indiens sont plus proches de l'état de nature, ils n'ont pas péché et n'ont donc pas de raison de cacher leur nudité, comme Adam et Ève avant la faute. Ça, évidemment, c'est beaucoup plus iconoclaste, Léry le suggère, mais ce n'est que suggéré.
parce que dire quelque chose comme ça voudrait dire que tous les hommes ne sont pas pareils, et ce serait très largement valoriser les Indiens par rapport aux Occidentaux, puisque les Indiens, eux, n'auraient pas fauté. Et leur nudité serait justement le signal du fait qu'ils n'ont pas commis la faute du péché originel. En revanche, donc Léry veut bien condamner ceux qui appartiennent à sa propre civilisation. Les hérétiques qui l'ont toutefois voulu introduire par-deçà, c'est-à-dire qui ont voulu introduire la nudité par chez nous, à la ligne 20-21. Pour finir, dans le dernier paragraphe, Léry oppose à nouveau les sauvages et les civilisés. Les uns et les autres sont dans les extrêmes. On a d'un côté le corps entièrement découvert, ligne 23, et de l'autre, nos bombances et parures superflues et excès en habit, ligne 24. L'accumulation de ces termes négatifs montre que la balance des défauts pèse plutôt du côté des Européens. On repère aussi la litote « Nous ne sommes guère plus louables », autrement dit, on est tout aussi condamnable, voire peut-être même plus condamnable. Et la conclusion de son argumentation, qui est introduite par la ligne 25 pour mettre fin à ce point, on peut repérer, allez, un petit point de grammaire, Plutadieu et Sabia, qui sont des subjonctifs imparfaits et qui montrent donc une modalité irréelle. Les Européens, au lieu de songer à la gloire et à la mondanité, qui ne sont finalement que des vanités, c'est des choses qui vont passer, qui ne resteront pas, devraient vivre avec plus de modestie et de décence, comme c'est dit à la ligne 26, honnêteté et nécessité. La condamnation de Léry se tourne donc davantage contre les Européens que contre les Indiens. En conclusion, nous avons donc montré comment Jean de Léry parvient à nuancer l'opinion très négative des Européens vis-à-vis de la nudité des Indiens en inversant finalement les rôles. Ce ne sont pas les Indiens qui sont les plus condamnables, mais les Européens, dissimulateurs au sens concret des vêtements et au sens abstrait de leur caractère mensonger. Ce récit de voyage est d'ailleurs l'une des sources fondamentales lorsque Montaigne évoque les Indiens dans ses essais, recoupant l'opinion positive qu'il a de ces soi-disant sauvages. Voilà, donc ça c'était notre texte complémentaire numéro 2. Donc on en a terminé avec l'étude du troisième objet d'étude, qui concernait l'argumentation. J'espère que ça a été compris. J'espère aussi que si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitiez pas à les poser, soit WhatsApp, soit par mail. Ne restez pas avec des interrogations, surtout, parce que si vous restez avec des interrogations, ça va être problématique. Dans la dernière vidéo que je vous posterai sur YouTube, je commencerai à introduire la princesse de Clèves de Madame de Lafayette, puisque je vais vous demander pendant les vacances... alors, à mon avis, je ne vais pas vous demander de lire le début. Le début, je vais vous en parler, mais je ne vais pas vous demander de le lire parce que c'est... comment dirais-je, c'est rasoir, c'est compliqué à comprendre, c'est des alliances politiques à l'époque du XVIe siècle, enfin bref, voilà. Donc ça, je pense que je vous le présenterai d'une autre manière, on verra comment. Et je vous ferai entrer directement dans l'histoire avec ce que dit la maman de la future princesse de Clèves à sa fille. Et sa rencontre avec Monsieur de Clèves, puis avec Monsieur de Nemours. Et on fera pareil, il y aura 3 analyses linéaires sur la princesse de Clèves et nous aurons 2 textes complémentaires que je vous donnerai peut-être en contrepoint pour montrer justement, autant dans la princesse de Clèves, on a une princesse, un personnage féminin extrêmement vertueux, autant je pense que pour les textes complémentaires, je vous montrerai des personnages féminins qui, eux, sont manipulateurs et n'ont rien du tout de vertueux. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et puis n'oubliez pas de faire le travail que je vous ai demandé et qui est indiqué sur Pronote. Je sais, c'est pas facile toujours d'accéder à Pronote, moi aussi, l'ENT, Pronote, des fois ça ne marche pas, mais soyez persévérants, réessayez régulièrement.
Je vous remercie de votre attention. Bonne journée, au revoir.